Alors je passe sans tarder la parole à Philippe Chanchon. Alors, euthanasie ou suicide assisté, point d'interrogation, c'est comme ça que j'ai pensé la chose. Donc pour intervenir au sujet de l'euthanasie, je vais m'appuyer sur l'analyse des pratiques que j'anime auprès de l'équipe des soins palliatifs de l'hôpital Layné depuis quelques années, je n'ai pas compté, et également sur ma position de psychanalyste et aussi d'analysant, parce que quand on parle comme ça, en position d'analyste, on est en position d'analysant, quoi. Surtout à la fin du texte, je parle de moi. Alors, psychanalyse donc et accompagnement des sujets mourants. Le premier point qu'il faut noter concerne justement le fait que l'accompagnement du sujet mourant se fait à l'inverse de ce qu'est une psychanalyse. Dans une psychanalyse, il s'agit, pour traiter le symptôme, c'est-à-dire ce qui nous fait souffrir et qui est plus fort que nous, il s'agit de déconstruire le fantasme du sujet. Cela signifie que le mode d'être que le sujet a construit à partir de son histoire doit être interrogé jusqu'à que ce sujet puisse opérer une séparation avec lui. Le sujet peut ainsi se libérer de ce qui fait souffrance, ce qui fait pathos au sein de son symptôme. Quand il s'agit d'accompagner un sujet mourant, il s'agit au contraire de soutenir ce qui fait sens pour lui, et ainsi soutenir sa position de sujet jusqu'au bout, en soutenant donc son fantasme. Il s'agit pour cela d'être dans une écoute profonde et authentique, en essayant de calmer l'angoisse. Il n'y a pas de recette. Il s'agit d'un accompagnement au cas par cas, et ce qui est vrai pour l'un sera à l'opposé pour l'autre. Une écoute profonde et authentique, c'est quand même qui du plaisir à parler ensemble, à échanger, à partager des moments. Je retiens comme exemple celui de Pascal tout à l'heure, et du partage du jeu des paris aux bourses, par exemple. Voilà. Ça peut être vraiment un vrai partage. Donc il y a un vrai plaisir, un vrai échange. Il en est de même en ce qui concerne une demande d'euthanasie ou de suicide assisté. Le point essentiel consiste en ce que chaque sujet se sente entendu, soutenu, pris en compte. Le sujet mourant se retrouve aussi dépouillé qu'à sa naissance. L'histoire de la sage-femme est tout à fait juste. Il a besoin de l'autre de la même façon qu'il a eu besoin de soins maternels, en sachant que l'autre qui a assuré sa survie est celui qui l'a également introduit au langage et à la question de l'être. Cet autre primordial, il faut qu'il soit là aussi à la fin, pour soutenir l'être et la dignité de celui qui part. Et il va être incarné par des proches ou par des professionnels. Il arrive que ces sujets mourants demandent que l'autre l'aide à en finir au plus vite, du fait d'un réel insupportable. Les médecins des soins palliatifs affirment que dans la plupart des cas, le fait de soulager la souffrance physique interrompt la demande d'en finir. Restent les autres, dont nous a parlé le docteur De Witt tout à l'heure. Donc la loi actuelle, dite Leonetti, n'envisage donc que l'arrêt des traitements avec le protocole que l'on sait. Alors, je croyais que la demande pouvait être faite par les proches, quand le sujet mourant ne pouvait plus s'exprimer. Le fait qu'il faille l'accord des proches et de la commission des médecins, avec en plus une trace sur le dossier de la décision prise, permet de penser que les abus peuvent être évités. L'abus principal consiste en ce que la demande ne respecte pas le désir du sujet et qu'il ne soit plus, à ce moment-là, que le pur objet d'un autre qui décide pour lui. Il s'agit là d'une des objections aux équipes de soins palliatifs concernant la question de l'euthanasie, car il ne s'agit plus simplement d'interrompre un traitement, mais de donner un produit qui va provoquer la mort. Aussitôt, l'on pense à tous les abus possibles, qui consistent d'une manière ou d'une autre à se débarrasser de celui qui est devenu embarrassant. Il faut donc redoubler de précautions pour éviter tous les abus, et donc s'assurer que plus que jamais, que ce soit un acte assumé à plusieurs, une co-responsabilité entre les proches et les médecins, avec une traçabilité très rigoureuse.
Et de suite, la question qui vient est celle d'abord de la responsabilité du sujet, qui doit pouvoir, autant que faire se peut, assumer cette liberté fondamentale de mettre fin à sa vie. Il ne s'agit pas que l'autre l'assume pour lui. Il ne faut donc pas que ce soit une lâcheté, mais une impossibilité, et précisément une impossibilité physique. Je pense là aux sujets qui sont paralysés dans leur lit ou trop faibles pour agir. Alors, liberté fondamentale de mettre fin à sa vie. Cette liberté va à l'encontre de ce qui a fait jusque-là notre tradition, à savoir la tradition chrétienne. Selon Jacques Lacan, c'est le pas de Descartes avec son cogito qui nous a fait passer de la position de créature de Dieu à celle de sujet de sa propre parole. Ce n'est qu'à partir de cette position de sujet que l'acte de mettre fin à ses jours peut être pensé comme une liberté fondamentale et non plus un péché contre l'esprit. C'est cette liberté qui est soutenue dans la loi Leonetti et dans cette réflexion sur cette question de l'euthanasie. Il s'agit donc d'une avancée dans ce long parcours vers la laïcisation de la question de l'être, c'est-à-dire son émancipation du religieux. Du moins, pour ceux qui le veulent, libre à chacun de se soutenir de la religion ou non. Nous voyons donc l'euthanasie se situe entre deux extrêmes, celui du risque d'être le pur objet d'un autre, qui pourrait décider pour nous que nous avons dégagé le plancher, et de l'autre côté, il s'agit d'un gain de liberté quant au fait d'être sujet de sa propre vie, et donc de pouvoir prendre toutes les décisions la concernant, y compris la plus ultime, en toute liberté. La liberté. La notion de liberté est délicate, comme le montre par exemple la question de la dépression. Avoir envie de mourir parce que l'on a perdu un être cher, ou d'une manière générale parce que l'on a perdu le sens que l'on donne à sa vie, ou encore parce que l'on s'est toujours senti indigne de vivre, comme nous voyons cela dans les cas de dépression grave que l'on appelle dans la clinique psychiatrique classique, qui est en disparaître hélas, la mélancolie. Ça pose question quand même, hein, ces désirs mourir là. Le paradoxe, c'est que la question de la valeur de notre être, là, dépend de l'autre. Celui que l'on a perdu, ou celui devant qui l'on ne s'est pas senti digne. Pour la psychanalyse, être libre veut dire ne pas faire complètement dépendre notre être de l'autre. Et c'est en ce sens qu'elle aide un sujet à trouver sa solution quand son être est en souffrance. L'aider à se séparer de cet autre qui met son être en souffrance et donc par là gagner en liberté. La cause de notre désir en général, et donc de notre désir de mourir, doit être du côté du sujet et non du côté de l'autre. Alors, liberté de mourir et euthanasie. Alors, moi aussi, j'ai illustré ça du film de Michael Haneke, Amour, qui est un très beau film, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. Et donc, à ce personnage, Anne, qui ne peut plus physiquement mettre fin à sa vie, et qui a exprimé à plusieurs reprises son désir d'en finir. Son mari finit, alors, on va discuter, par l'euthanasier, enfin il finit par la tuer. À notre grand soulagement. C'est-à-dire qu'Haneke vient nous chercher là, à cet endroit-là. C'est-à-dire comment chacun va se situer dans ce moment où cet homme étouffe sa femme sous un oreiller, avec le corps qui résiste à ça. On assiste à ça, et alors moi je dis personnellement, pour en discuter, à mon grand soulagement. Je pense qu'il a vraiment respecté jusqu'au bout, et aimé jusqu'au bout sa femme par cet acte. Alors dire qu'il l'a tué, c'est difficile. C'est difficile parce que c'est un acte d'amour. Un acte d'amour qui va l'emporter dans la mort, lui aussi. Je crois que moi, à mon avis, à la fin du film, il se laisse mourir sous son petit lit de la chambrette. Sa femme ne lui a pas demandé explicitement de l'aider à mourir. Hein, donc, comme le dit le docteur David, elle n'a pas le droit de faire ça. Mais il savait qu'elle voulait en finir. Et il a le courage de le faire. Elle ne lui l'a pas demandé au moment où elle aurait pu le faire, parce qu'à mon avis, elle savait qu'à ce moment-là, de toute façon, il était impossible à son mari d'entendre cela. Cela aurait été trop insupportable. Il finit
finira par le faire, et c'est un acte d'amour. L'acte le plus horrible qui soit, qui consiste à tuer quelqu'un, à supprimer une vie, devient un évident acte d'amour. C'est ce que me disait un médecin qui a longtemps travaillé dans cet accompagnement au grand. Ce médecin me disait que l'euthanasie ne pouvait pas être un acte médical, mais seulement un acte d'amour. Mais enfin, si cet homme dans le film de Haneke, Georges, avait survécu, je suppose que la justice lui aurait demandé des comptes. Acte d'amour pas autorisé par la loi. Voilà, c'est là qu'on voit qu'il n'est pas vain de poser la question de loi de l'euthanasie. Bon, alors, ce qui vient à la place de l'amour dans le champ social et le droit, c'est la notion de respect. Respect de la personne. Le respect, c'est un nom de l'amour, moins l'affect et la demande que l'on fait à l'autre de nous faire être. Selon moi, la loi doit soutenir ce respect fondamental qu'on appelle le droit de mourir, quand on n'a plus la possibilité physique de le faire soi-même. Je parle de moi. Il s'agit là, comme on l'a dit pour la loi Leonetti, de s'entourer de toutes les précautions, donc afin d'éviter les dérives, etc. Et je me dis, en tout cas, c'est ce que j'aimerais faire personnellement, la loi ne l'autorise pas, mais ce serait d'écrire. D'écrire ce que je veux et qu'on m'aide à mourir dans certaines circonstances très précisément. Comme on écrit son testament chez le notaire. Voilà. À partir de là, il me semble qu'on enlève toute l'horreur à l'acte de tuer, car encore une fois, ça signifie amour, respect et dignité. Et quand cette personne disait tout à l'heure, l'euthanasie, c'est le bien mourir, c'est mourir dans le respect de la dignité et dans sa liberté. Voilà. Bien, alors sans doute aurons-nous quelques questions au sujet aussi de ce deuxième exposé. Et sans tarder, je passe donc la parole à Roselyne Barek. Oui, pour commencer, je vais parler de quelque chose de très personnel qui m'a surprise moi-même, c'est l'immédiateté de mon acceptation lorsqu'il m'a été proposé d'intervenir sur ce sujet. J'ai vu bien sûr un souci que j'avais tout à fait conscient de m'interroger de près à la question, puisque cette question, je l'avais un petit peu évitée à l'occasion de la mort d'un proche. Donc le remerciement n'est pas de pure convenance, et c'est effectivement avec beaucoup de plaisir que j'ai travaillé un petit peu sur cette question, parce que, et on l'a déjà dit, il s'agit là de quelque chose d'éminemment personnel, y compris dans l'approche, je dirais, un peu plus intellectuelle de la question. Dans un texte intitulé « Quelques considérations actuelles sur la guerre et sur la mort », écrit en 1915, inspiré par le chaos de la guerre qu'on appelle aujourd'hui les 14-18, Freud explique comment la violence de cette guerre a changé l'attitude des humains face à la mort.